Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne The French Boat. J'ai le grand honneur d'accueillir Chaiman aujourd'hui, qui a la chaîne YouTube Le Futurologue. Alors, Le Futurologue, si on lit le descriptif de la chaîne, bah, c'est tout simple. C'est interview, débat et analyse sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Donc, le cadre est posé. Quand on va voir la chaîne YouTube du Futurologue, on voit des débats. C'est ce qui enflamme un peu souvent la toile, c'est ce qui fait pas mal de vues. Et puis on va voir des gens comme Maxime Fournaise de Posia, mais d'autres invités tout aussi intéressants comme Flavien et vraiment des gens qui sont très pointus. Voilà. Est-ce que tu peux, Shaiman, te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bah alors, comme tu l'as dit, je suis derrière la chaîne YouTube Le Futurologue. Bon, finalement, tu as déjà présenté ce que je fais, interview, débat et analyse sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Concrètement, ça consiste à recevoir toutes les semaines des experts du domaine et à réfléchir à quel sera l'impact de l'intelligence artificielle sur nos vies, sur notre société, sur le monde, et qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça, quels sont les risques, quels sont les bénéfices de ces intelligences artificielles. Et donc j'ai fondé, ce petit média web qui est aussi un peu présent sur, tous les autres réseaux sociaux, même si YouTube reste, ma plateforme, principale. Et puis à côté de ça, je fais aussi, des conférences et des interventions publiques, sur ces sujets. Et de temps en temps, je suis amené à répondre à des interviews, comme aujourd'hui, ce que je suis ravi de faire. Super, merci. La première question, et qui est un petit peu piège parce que je t'en ai pas parlé avant, c'est quoi un futurologue, Shaiman? Un futurologue, c'est pas, quelque chose qui est vraiment, très encadré, où il faut un diplôme d'état en futurologie. Mais, disons qu'on pourrait définir ça comme, quelqu'un qui essaye d'analyser ce qui pourrait se passer, dans le futur à partir, d'une méthode qui se veut la plus scientifique possible. Donc, notamment au travers de la prospective. C'est-à-dire que globalement, on va, regarder par exemple les tendances passées et se demander: «Est-ce qu'on pourrait les extrapoler d'une manière ou d'une autre?» On va aussi, simplement faire des conclusions logiques à partir de prémices particulières. Par exemple, s'il se passe ça et ça, quelles conséquences ça pourrait avoir dans la société, étant donné qu'on sait que généralement ce genre d'événement amène à ce genre de conséquences. Hem Par exemple, on sait que très souvent, lorsqu'il y a plus de chômage, il y a une montée, du populisme. Bah, du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer avec une automatisation de l'IA? Et ça, c'est voilà, c'est des éléments qu'on va essayer de mettre en place afin d'avoir différents scénarios. Le but, c'est pas de définir le futur, parce que le futur n'est pas encore écrit évidemment. C'est davantage de se dire: «Si on fait ça, que va-t-il se passer?» afin d'avoir des choix de société plus éclairés finalement. C'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, le domaine politique s'intéresse beaucoup au très court terme, mais il y a une plus en plus d'importance à considérer des risques et des enjeux à plus long terme afin de mieux s'y préparer et puis que la société puisse y faire face, s'ils adviennent. Super, on parle justement de risques et sur ta chaîne YouTube, le Futurologue, c'est vraiment quelque chose qui est ancré et qui est le point névralgique de tes vidéos, c'est les risques encourus par l'intelligence artificielle. Si tu pouvais, là on va parler sur le court terme, mais c'est ce qui peut parler aussi aux gens, nous donner trois risques à court terme qui peuvent arriver avec l'intelligence artificielle, quels seraient ces risques et on pourrait les mettre en comparaison avec l'imaginatif populaire et se dire mais en fait des fois ce qu'on imagine n'est pas ce qui va plutôt advenir ou en tout cas n'est pas ce qui est le plus prédictible. Donc voilà, je t'écoute un petit peu pour ces trois risques à court terme qui parfois sont un petit peu autres que ceux qu'on imagine. Alors, j'aimerais peut-être commencer par un exemple de ce qui s'est passé lorsque Anthropic a sorti, leur modèle qui s'appelle, Claude 4. Donc Anthropic, c'est une des plus grandes entreprises en intelligence artificielle, un des principaux, concurrents à OpenAI. Et lorsqu'ils ont sorti Claude 4, seulement 6 heures après avoir, dévoilé leur modèle, quelqu'un a réussi à en obtenir un rapport de 15 pages pour fabriquer du gaz sarin. Le gaz sarin, c'est une arme biologique qui a été utilisée en Syrie, qui a été utilisée au Japon. C'est un gaz qui, si on le respire ou si on le touche, peut aller jusqu'à, nous tuer, en paralysant nos voies respiratoires. J'ai dit arme biologique, c'est une arme chimique, pardon. Et ce qui est, vraiment important avec ça, c'est qu'il a reçu un rapport complet lui permettant de fabriquer ce gaz. On n'est pas en train de parler de quelque chose qui ne sert à rien. Et ce qui est assez impressionnant aussi là derrière, c'est qu'Anthropic ne souhaiterait pas que leur intelligence artificielle
finalement permettent de fabriquer du gaz sarin. Ils n'ont aucun intérêt commercial à le faire et même ils investissent des centaines de milliers de dollars tous les mois pour essayer de sécuriser leur modèle et puis qu'ils ne disent pas ce genre de choses. Mais il se trouve qu'avec des méthodes très très simples, vraiment, on peut leur faire dire les pires atrocités du monde. Et donc ce genre de risque avec des modèles qui sont de plus en plus compétents, notamment sur les domaines, chimiques et biologiques, fait que de plus en plus ça, ouvre, hem, des nouvelles capacités en matière d'armes biologiques et chimiques à de plus en plus de monde. C'est-à-dire que là où avant ça demandait des compétences, vraiment importantes, il fallait potentiellement des doctorats dans ces domaines pour, créer ce genre d'armes et puis avec des protocoles très stricts et cetera. Là, ça ouvre vraiment, avec n'importe qui pourrait, arriver à créer ce genre d'armes et puis potentiellement des armes encore plus, létales que ce qu'on imagine, actuellement. Parce que l'intelligence artificielle peut aussi aider, par exemple, à, faire en sorte que, des virus soient, beaucoup plus, aient une période d'incubation plus longue, par exemple. Ça veut dire que le virus pourrait se propager dans l'entièreté de la société, alors qu'on ne voit même pas encore, de symptômes. Tout le monde a l'air d'aller bien, mais tout le monde commence à être infecté par ce virus et puis tout d'un coup, il y a une très large partie de l'humanité qui juste tombe raide morte, d'un coup. Ou avec des symptômes progressifs, mais disons que, on n'aurait pas pu se préparer à ça. On n'a pas eu des symptômes, avant-coureurs. Donc ça, c'est des exemples, d'un point de vue des armes biologiques et chimiques. Un autre risque vraiment important, c'est le risque, cyber. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des modèles qui savent, de mieux en mieux coder, faire du développement web et évidemment lorsqu'on sait faire, ça, lorsqu'on a ces capacités-là, on sait aussi faire, l'inverse, du piratage et attaquer, des systèmes critiques. Et ce qu'il faut dire, c'est que, aussi les intelligences artificielles ont des avantages en fait sur les humains, assez importants. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle travaille déjà beaucoup plus vite qu'un humain, environ 50 fois plus vite actuellement, lorsqu'on essaie de comparer le temps que prendrait une IA par rapport au temps que prendrait un humain pour, la même tâche. Hem Il y a aussi l'aspect, ben, elles ne dorment pas, elles n'ont pas besoin, de prendre des vacances, elles n'ont pas et finalement tout ça, ça leur permet d'aller beaucoup plus vite et même d'un point de vue purement qualitatif, on commence à avoir des résultats dans le domaine, du codage qui sont, largement meilleurs que ce que font, la très grande majorité des développeurs. Et donc, ces systèmes, si ils continuent à s'améliorer et actuellement c'est vraiment ça, la pente qu'on est en train de prendre, une amélioration vraiment soudaine des capacités des IA. Bah, on pourrait se retrouver avec des modèles qui seraient capables, d'aller jusqu'à, détruire internet ou détruire en tout cas une grande partie, de ce sur quoi fonctionne le monde. Parce qu'aujourd'hui le numérique vraiment est absolument partout. Par exemple, la quasi-totalité de l'argent dans le monde est, une sorte de chiffre, écrit sur un support numérique. Donc, les flux logistiques sont gérés par le numérique. Si, des attaques sont bien menées, il pourrait, ne plus y avoir, par exemple, de livraisons qui se font dans les supermarchés. Enfin, vraiment, ça peut avoir des impacts dans le monde, concret, réel, qui sont vraiment, très importants et encore une fois, c'est vraiment quelques acteurs et même des acteurs pas forcément très compétents dans ce genre de cyberattaque, qui pourrait, arriver à, créer, ce genre de problème. Donc on voit qu'on donne finalement un pouvoir destructeur à de plus en plus de personnes et ça, c'est quelque chose d'inquiétant. Le troisième risque que j'aimerais, mettre en avant, c'est celui, de la perte de contrôle. C'est-à-dire que souvent, on imagine l'intelligence artificielle comme étant un logiciel classique, qui est codé, à la main, une suite d'instructions qu'elle devrait suivre. Mais en fait, c'est pas du tout ça. La seule chose qui est codée à la main, c'est, le mécanisme d'apprentissage de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle en elle-même, c'est juste une sorte d'immense cerveau numérique à qui on va donner, justement plein de données. On va lui dire d'apprendre à partir de ça. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elle a appris? Quelles sont ses compétences? Est-ce qu'elle va suivre tel ou tel ordre ou pas? Comment est-ce qu'elle va réagir si je lui demande ça? Ça, c'est des éléments qu'on n'a pas. D'ailleurs, les chercheurs en intelligence artificielle parlent de boîte noire pour parler de ces systèmes, pour dire à quel point justement on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur. Et ça amène à des comportements qui sont vraiment inquiétants. Le même, Claude 4 dont je parlais, le modèle, auparavant, des études justement d'anthropique internes qui ont été faites, montraient qu'il était prêt à, s'il savait qu'il allait être désactivé par un certain ingénieur dans une simulation informatique,
a envoyé un mail à cet ingénieur en lui disant: «Si tu me désactives, je vais dévoiler ta relation extraconjugale à tout le monde et donc tu ne dois pas me désactiver». Donc ça, c'est des comportements qui, avant, étaient prédits par des gens en sécurité de l'intelligence artificielle. C'est tout un domaine qu'on appelle la convergence instrumentale. Mais en fait, aujourd'hui, on commence à avoir des signaux très concrets, très clairs, du fait que ce genre de comportements apparaissent. Donc des intelligences artificielles qui vont chercher à avoir plus de pouvoir, des intelligences artificielles qui vont essayer de se préserver, des intelligences artificielles qui vont essayer de s'auto-améliorer. Ça, c'est des comportements qu'on voit déjà dans les modèles actuels, j'insiste, c'est quand même vraiment fou. Hem et c'est évidemment des comportements qu'on s'attend à voir, augmenter en fait au fur et à mesure de l'amélioration des performances qui, comme je l'ai dit aujourd'hui, est vraiment exponentielle. Donc lorsqu'on voit déjà ce comportement avec des modèles actuels, que se passe-t-il si on arrive à des modèles, surhumains? Ce qui est l'objectif explicite de l'entièreté des géants de la tech aujourd'hui, peut-être à part Apple, mais sinon la quasi-totalité des géants de la tech essayent d'aller vers ce qu'ils appellent une super intelligence artificielle, une IA qui serait plus intelligente, plus puissante que l'humanité de plusieurs ordres de grandeur, qui serait capable de faire de la planification militaire mieux que Napoléon et faire de la recherche en astronomie mieux que qu'Einstein. Lorsqu'on sait que c'est ça leur objectif explicite et puis qu'ils pensent y arriver dans les 3 à 5 ans, en gros, en fonction des prédictions des différents laboratoires, qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on n'a pas le contrôle, sur les systèmes qu'on développe déjà actuellement, comme je l'ai dit, avec le gaz sarin, avec, ce genre d'exemple de chantage. Donc avec des modèles plus puissants, ça pourrait amener à des scénarios vraiment catastrophiques de perte de contrôle, voire, d'extinction humaine. C'est-à-dire que Geoffrey Hinton, par exemple, qui est, un des pères de l'intelligence artificielle, qui a contribué à créer les technologies qui sont derrière ChatGPT, par exemple, aujourd'hui dit si je pouvais revenir en arrière et tuer dans l'œuf cette technologie qui fait pourtant ma renommée, je n'hésiterais pas un instant à le faire. Vraiment, il est absolument terrifié et il dit qu'il y a jusqu'à 50% de probabilité d'extinction due à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le monde dans lequel on vit. Un des plus grands scientifiques au monde, c'est le deuxième scientifique le plus cité au monde. Il a reçu le prix Nobel de physique en 2024. Vraiment, c'est une sommité dans son domaine qui est reconnue par tout le monde. Il nous dit qu'il y a 50% de probabilité d'extinction. Donc on est sur des risques qui sont vraiment très importants à considérer si on veut pouvoir y faire face et puis ne pas tomber dans ces scénarios catastrophes. Intéressant, dans l'imaginaire collectif, nous on est on a des scénarios qui vont être le robot qui tue, de l'objet qui vient nous attaquer, et c'est beaucoup plus pernicieux parce qu'on parle de virus, on parle de cyberattaque. Donc il est intéressant de s'imaginer que les armes que peuvent être déployées par l'intelligence artificielle ne sont pas forcément concrètes et palpables. Euh, quels sont les éléments quels sont les éléments ou les décisions que doivent mettre en place les décideurs, mais également le grand public, sachant que l'Europe, par rapport à ses voisins outre-Atlantique ou par rapport à la Chine, est déjà, je trouve, bien plus modérée et va mettre en place des actions pour réguler. Euh, Quelle est la part de décision par rapport à l'Europe, mais également au global, comment est-ce qu'on doit agir? Donc finalement, comment est-ce qu'on doit agir à titre national, voire européen? Et puis après, dans le monde, comment tout ça doit s'articuler, selon toi? C'est vrai que l'Europe a essayé de prendre les choses un peu en main, notamment au travers du règlement européen pour l'intelligence artificielle, le l'IA Act. Ce qui est intéressant avec ce règlement, c'est que, par exemple, il ne s'applique pas du tout au domaine militaire. Donc, lorsqu'on voit en fait, qu'il y a un développement de plus en plus rapide, d'armes, létales autonomes. Aux États-Unis, il y a même Anduril, qui est une des sociétés, qui essaye de faire des armes autonomes, qui est en train de fabriquer une usine autonome à fabriquer des armes autonomes. Donc l'usine peut fabriquer en totale autonomie des armes autonomes. C'est là où on est ce genre de développement. Pourtant, le règlement européen ne prend pas du tout en compte le domaine militaire. Mais, bref, je pense que les éléments principaux à mettre en avant, c'est d'une part un investissement beaucoup plus important dans ce qu'on appelle l'alignement technique. C'est-à-dire comment faire en sorte qu'une intelligence artificielle suive les intentions de ses développeurs. Et aujourd'hui, on n'a pas la solution du tout à ce problème-là. C'est même un problème qui est vraiment
fondamental qui est peut-être parmi les problèmes les plus compliqués qu'on a à résoudre. Certains pensent même que c'est plus compliqué, par exemple, que d'unifier la physique quantique et la relativité générale, pour dire à quel point c'est vraiment un problème fondamental dont on n'a pas le début d'une solution. On essaie de mettre des petits patchwork un petit peu partout, des petits pansements, mais on ne résout pas le problème sous-jacent. Comme on l'a dit, hein, avec des IA qui font du chantage, des IA qui fabriquent qui font des rapports sur du gaz sarin alors qu'on ne voudrait pas du tout qu'elles fassent. Bah, ça, c'est vraiment un enjeu important. Il faut investir pour que les développeurs puissent contrôler leur propre création. Mais maintenant, une fois qu'on a dit ça suffit pas. Parce que si c'est quelques entreprises de la Silicon Valley et de la Chine qui contrôlent leur création, mais qui imposent finalement leur valeur à travers leur création à l'ensemble de l'humanité, étant donné que l'intelligence artificielle va probablement se diffuser petit à petit dans l'entièreté de l'économie, automatiser de plus en plus d'emplois, s'insinuer aussi dans des toutes choses tout à fait stratégiques comme l'armée, hein. On voit que Google a fait des partenariats maintenant avec l'armée américaine. Anthropic a dit qu'ils levaient complètement leur promesse de ne pas faire d'IA militaire. Maintenant, c'est complètement supprimé. Ils ont enlevé ça de leur promesse. Donc, ces intelligences artificielles vont vraiment se mettre partout dans la société et devenir de plus en plus puissantes. Donc, on ne peut pas se permettre que les valeurs de ces intelligences artificielles soient décidées par quelques milliardaires, finalement. Donc, il y a aussi un enjeu au-delà de l'alignement technique, de comment faire qu'elles respectent les intentions de ces développeurs, à se dire, mais en fait, peut-être pas les intentions de leurs développeurs, mais peut-être les valeurs de l'humanité. Et ça, évidemment, ça pose des questions absolument fondamentales, parce que comment est-ce qu'on définit les valeurs de l'humanité? Comment est-ce qu'on implémente ces valeurs de l'humanité dans des machines qu'on ne comprend pas, sans aucun bug? Parce que s'il y a le moindre bug au départ, ça peut tout de suite vriller, et puis on risque de ne pas avoir de deuxième chance. Donc c'est vraiment un défi à la fois technique et philosophique et de coordination internationale qui est absolument délirant. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la vitesse à laquelle ces développements se font, on a assez peu le temps de réfléchir à ces questions. Donc, c'est pour ça que, par exemple, je rejoins la proposition que fait Maxime Fond de Posia, que tu as eu l'occasion de recevoir justement sur ton podcast, c'est-à-dire la proposition de faire une pause de l'intelligence artificielle. Lui, il est le fondateur de Posia, notamment des modèles de pointe, donc les modèles, par exemple, derrière ChatGPT, parce que, il y a des modèles beaucoup plus spécialisés, par exemple des IA qui vont permettre de détecter des cancers, ou des IA qui vont permettre, de faire en sorte qu'on consomme moins d'énergie en optimisant des smart grids et cetera d'électricité. Ça, c'est des IA qui sont tout à fait bénéfiques, je pense, et qui ne posent pas beaucoup de risques. Mais ces intelligences artificielles comme ChatGPT, qui ont pour mission, par les géants de la tech, de devenir surhumaines, là, c'est vraiment des IA qui posent des risques très, très importants. Et donc les recherches sur ce genre d'intelligence artificielle-là, sur les super intelligences, ça me paraît important d'essayer de les mettre en pause, pour qu'en fait la recherche technique en sécurité, et puis l'aspect politique et philosophique de comment est-ce qu'on définit nos valeurs et comment est-ce qu'on les implémente, et cetera, bah, ait le temps finalement de se recalibrer avec le développement des capacités de l'intelligence artificielle, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout le cas. On est dans un rapport de 1 à 1000, c'est-à-dire que pour 1 000 € qui est investi dans le développement des capacités de l'intelligence artificielle, il y a 1 euro qui est investi dans la sécurité. Et ça, c'est le cas vraiment dans aucune autre industrie, hein. Dans l'aviation, je n'ai pas une idée des chiffres, mais je ne serais pas étonné que ce soit aux alentours de 50-50, quoi. Hmm. Donc, là, on parle vraiment de créer une sorte de nouvelle espèce qui pourrait être plus intelligente que nous, et pourtant, la sécurité n'est pas du tout au rendez-vous. Aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, il y a plus de régulation sur le fait de faire une brosse à dents plutôt que de faire un nouveau modèle d'intelligence artificielle. Donc, vraiment, on est en train de créer des Ouais. technologies potentiellement plus intelligentes que nous, et pourtant, ça suit pas derrière d'un point de vue de la régulation et de la sécurité. Ça me paraît très important de mettre en avant ces actions-là, si on veut pouvoir éviter tous les risques dont on a parlé. Maxime mettait en comparaison effectivement la réglementation sur l'alimentation par rapport à l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai qu'il y a un écart énorme entre les enjeux vs les sécurités qu'on met en face. Et comment tu expliques cela C'est le capitalisme, cette course à la super intelligence qui fait qu'on lève toutes les barrières parce que le premier qui va arriver à l'intelligence artificielle
c'est celui qui va avoir le pactole, c'est ça, c'est le capitalisme, c'est l'argent qui gouverne, qui gère le bateau. T'en penses quoi de ça? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène, de course et d'un point de vue économique, tous les incitatifs vont vers le fait de mettre le plus d'argent possible dans les capacités et le moins possible dans la sécurité. Parce que tout argent qui est investi dans la sécurité, bah, on peut pas le mettre dans les capacités et donc si on en fait trop, bah, on risque de se faire, dépasser par les concurrents et ça, c'est vraiment une dynamique extrêmement perverse parce que ça fait que même des entreprises qui ont, la sécurité un peu plus à cœur, dont on parlait d'Anthropic qui fait partie des laboratoires qui, disons, essayent de faire des choses d'un point de vue de la sécurité, même s'ils sont très loin d'être parfaits, bah, même eux, ils peuvent pas se permettre de mettre autant de sécurité qu'ils voudraient parce qu'ils doivent avoir ben, des modèles qui sont concurrents avec ben, leurs concurrents, justement. Sinon, ils se font juste écraser. Et puis, c'est les méchants, à quelque part, qui n'investissent pas dans la sécurité qui vont gagner. Donc, il y a vraiment une course capitalistique, effectivement, qui est assez toxique d'un point de vue de la sécurité. Il faudrait réussir à inverser en fait ces incitatifs économiques pour, à l'inverse, créer une sorte de course, à la sécurité. Parce que même d'un point de vue purement économique, ce qui se joue actuellement n'est pas vraiment tenable. C'est-à-dire que, avoir dans l'économie des systèmes dont on qu'on peine à contrôler, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Surtout lorsque l'intelligence artificielle va s'implanter de plus en plus dans des domaines stratégiques. On parlait de l'armement, mais il y a aussi, ben, la médecine, la justice, tous ces domaines-là, on a envie de garanties beaucoup plus fiables finalement que ce qu'on a aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire de l'aviation, au début, il y avait vraiment des crashs absolument tout le temps, personne n'osait aller dans un avion. Et ce qui a permis l'essor de l'industrie de l'aviation, c'est précisément des normes de sécurité qui ont été imposées par les États, qui étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes. Et aujourd'hui, même si beaucoup de gens ont encore peur de l'avion, ils savent rationnellement que c'est le mode de transport le plus sûr au monde. Bah, il y a un enjeu à faire exactement ce qui s'est passé avec l'industrie de l'aviation, mais dans l'intelligence artificielle, faire comprendre aux gens que mettre ces technologies un peu incontrôlables dans la société n'est pas quelque chose de tenable. Un exemple par rapport à ça, c'est récemment une entreprise qui s'est vue supprimer l'entièreté de sa base de données interne parce qu'elle a intégré un agent d'intelligence artificielle. Et étant donné que l'agent n'était pas bien paramétré, n'était pas bien entraîné par les personnes qui l'ont conçu et pas bien implémenté, on lui a donné des accès voilà, aux bases de données. euh, et elles ont été complètement supprimées. La personne n'a dit plus jamais j'utilise d'agent d'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus dangereux. Il a perdu des centaines de milliers de dollars à cause de ça. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que malheureusement, c'est des exemples qui vont se répéter, se répéter, se répéter, jusqu'à ce qu'on comprenne peut-être que, oui, même d'un point de vue purement capitalistique, il faudrait investir dans la sécurité de l'intelligence artificielle davantage que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un peu paradoxal ou en tout cas c'est contradictoire à ce qu'est l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat c'est se jeter d'une falaise et construire l'avion en vol et tu as dû le voir avec ta chaîne YouTube, c'est des tests et c'est très jouissif en quelque sorte parce on est dans la création pure où d'une base ou d'une base vide, on vient créer des choses et faire ce qu'on appelle des A/B tests. On teste quelque chose, puis ça marche pas, alors on va vers autre chose et on s'améliore. Et il y a comme un chemin de croix qu'on construit. Et c'est vrai que toi, tu dis attention sur ce type de modèle, sur l'intelligence artificielle, c'est pas comme ça qu'il faut agir. En revanche, eh bien, tu l'as dit, les acteurs qui aujourd'hui se postent et en tout cas dirigent l'intelligence artificielle, eux sont clairement dans le capitalisme et l'entrepreneuriat. Alors moi j'ai une petite question un petit peu purement économique. Comment on fait en tant qu'Européens si nous on stoppe l'IA ou en tout cas on fait une pause et en face de nous on a des Américains et des Chinois qui continuent. Toi, tu viens de Suisse. J'adore la Suisse. Je suis français, moi, de mon côté. Et donc, on a des très beaux pays, mais on sait qu'on est pieds et poings liés souvent aux règles de la Chine et des États-Unis. Comment on fait, nous, si on met en pause et qu'en face, ils continuent à toute berzingue à investir? Alors, la réponse simple, c'est qu'il ne faut absolument pas mettre en pause en Europe s'ils continuent de leur côté. Le but d'une pause, ce serait vraiment une pause internationale, ou en tout cas au moins au début entre les États-Unis et la Chine. Mais effectivement, si l'Europe met en pause et que les États-Unis continuent,
ça n'a absolument aucun intérêt, même d'un point de vue de la sécurité, vraiment ça ne sert à rien. Hem donc le but, c'est davantage de travailler sur, de la coopération internationale et puis sur un traité international. Hem et c'est quelque chose qui est finalement, plus accessible que ce qu'on pourrait, penser de prime abord. On se dit: «Ah mais il y a des tensions géopolitiques qui augmentent, est-ce que ça va vraiment se faire?» Mais en fait, là, on est vraiment dans une situation, assez étonnante où globalement tout le monde a le même intérêt. Personne n'a intérêt à se faire tuer par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, il y a un investissement absolument massif des différents pays, des différentes entreprises dans l'intelligence artificielle, c'est parce qu'ils pensent que ça va leur permettre de développer une sorte, d'arme qui va leur permettre, ben, d'être, sur le devant de la scène et d'être le grand gagnant de cette course de l'intelligence artificielle. Mais lorsqu'on prend au sérieux le domaine de la sécurité de l'intelligence artificielle, le domaine scientifique qui étudie justement ces risques, qui essaye de comprendre comment est-ce qu'on contrôle vraiment, est-ce qu'on comprend vraiment ces intelligences artificielles. Spoiler, la réponse qu'il donne est globalement non. Euh, Lorsqu'on comprend ce domaine-là, on comprend qu'on n'est pas dans une course à l'armement. On est dans une course au suicide. Et que le premier qui développe l'intelligence artificielle surhumaine, bah en fait, il va pas contrôler le monde, il va détruire le monde. Et lui avec. Et personne n'a intérêt à mourir à cause de ce genre d'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment dans l'intérêt de toutes les entreprises, tous les individus, tous les chefs d'État d'arriver à un tel accord. Et d'un point de vue technique aussi, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait penser. En fait, aujourd'hui, par exemple, les puces qui servent à l'entraînement des intelligences artificielles sont fabriquées de façon très dans un oligopole absolument massif. C'est-à-dire que plus de 80% des puces sont fabriquées dans une seule usine à TSMC à Taïwan. Donc, évidemment, c'est un peu inquiétant que toute l'économie mondiale dépende d'une seule usine, mais d'un autre côté, ça offre des possibilités en matière de régulation et de vérification qui sont vraiment importantes, parce que ça veut dire qu'on peut suivre les flux de où vont ces capacités de calcul, à quoi est-ce qu'elles sont utilisées pour faire des IA surhumaines ou bien pour des choses qui sont réellement utiles et bénéfiques pour l'humanité. C'est des choses qui sont finalement assez simples à contrôler par rapport à d'autres industries. Qui sont beaucoup, beaucoup plus compliquées. Par exemple, tout ce qui concerne le fait de vérifier que, il y a de la drogue qui, va d'un côté ou de l'autre comme ça, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que de vérifier, la capacité des calculs. Et même aujourd'hui, il y a des technologies qui commencent à être développées pour savoir, concrètement que fait tourner, la puce informatique qu'on va vendre. Donc est-ce qu'elle fait tourner davantage, ben, justement une IA, qui a, un certain but, ou est-ce qu'elle fait tourner un jeu vidéo? Est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent être développées techniquement et donc on peut avoir une vérification technique finalement, derrière un traité qui serait mis en place, qui est beaucoup plus simple, que ce qu'on pourrait penser et qui fait que tous les scénarios qui disent: «Non mais ça va jamais fonctionner parce qu'il y aura toujours un petit laboratoire dans son coin qui va pouvoir faire une intelligence artificielle, méchante même si on met une pause, globale», bah, en fait, ça marche pas parce qu'aujourd'hui, pour faire des intelligences artificielles, telles que ChatGPT, il faut vraiment des millions, des milliards d'investissements, des centres de calcul qui consomment l'énergie de centrales électriques entières. C'est vraiment pas quelque chose qui passe inaperçu et comme je l'ai dit, c'est des industries qui sont tellement en oligopole que c'est assez facile finalement de les contrôler. Il y a vraiment quelques acteurs à contrôler. On n'est pas en train de parler d'une myriade de plein de gens qui essayent de faire des trucs dans leur coin. Et avant que on ait des gens qui arrivent à faire des intelligences artificielles surhumaines dans leur garage, on est vraiment très 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 loin de ça. Aujourd'hui, pour fabriquer la prochaine génération d'intelligence artificielle, il y a le projet Stargate qui a été annoncé aux États-Unis, 500 milliards d'investissements dans l'intelligence artificielle. 500 milliards, c'est 17 fois le prix du projet Manhattan qui a abouti à la fabrication de la bombe atomique ou 3 fois le prix du projet Apollo qui a amené les premiers humains sur la Lune. Donc je ne sais pas si on se rend compte de l'ordre de grandeur, mais c'est absolument phénoménal. Eh bien, ce projet Stargate, à la fin, devrait consommer 10 gigawatts d'électricité. 10 gigawatts, c'est plus que l'électricité qui est consommée par un pays entier comme la Belgique, par exemple. Vraiment, on parle d'ordre de grandeur délirant. Et c'est ça qui va permettre de créer la prochaine génération d'intelligence artificielle. C'est pas n'importe quel clampin dans son garage qui va pouvoir faire ça. Donc, euh,
Cet aspect-là, est très inquiétant parce que c'est une consommation d'énergie absolument, gargantuesque, mais en même temps, ça fait que, bah, justement, c'est seulement quelques acteurs, qui peuvent fabriquer ces technologies-là et que c'est des technologies qui sont aussi beaucoup plus visibles. Quand quelqu'un utilise 10 gigawatts, d'un réseau électrique, on le voit. C'est pas possible, de ne pas voir ça. Donc ça nous donne un contrôle finalement qui est peut-être plus simple à avoir que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. D'accord. Une barrière à l'entrée forte qui permet en fait à n'importe qui ne peut pas entrer et créer l'intelligence, la super intelligence artificielle, comme tu l'as nommé. On va passer d'une échelle mondiale à une échelle plutôt nationale et parler un petit peu de nos voisins, de nos proches. Nous, avec The French Vote, on a aussi une partie automatisation. On vient intégrer dans les entreprises des chatbots, des formations sur l'intelligence artificielle, des outils qu'on peut conseiller, du conseil auprès des entreprises. Et on a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Je vais te donner un exemple très concret. En appelant une structure avec laquelle on devait travailler, la secrétaire m'a alpagué au téléphone et m'a dit mais est-ce que vous allez nous laisser travailler encore? Et du coup, je n'ai pas compris sa question. Et en approfondissant, je lui ai demandé ce qu'elle entendait par là. Elle m'a expliqué, vous allez mettre de l'intelligence artificielle partout et on va perdre nos postes. Et je lui ai dit, je pense effectivement qu'il y a certains emplois qui vont disparaître. Et je pense qu'il faut tout de même se pencher sur ces sujets et connaître un petit peu de ce qui se fait sur l'intelligence artificielle pour ne pas se retrouver sous l'eau, pour ne pas se retrouver vraiment débordé par ça. Quel est ton point de vue à l'échelle nationale et de nos proches si toutefois on est quand même sur un train qui continue et moi j'ai peur en fait de ça, j'ai peur de me dire mes proches, ma famille sont en fait dans un système où ils se voilent la face ou en tout cas ils veulent pas en entendre parler, mais qu'à un moment donné ça va les rattraper tellement fort que ça va leur faire mal. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour se former ou en tout cas pour se prémunir de tout ça? Oui, absolument. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une société à 2 vitesses, hein. Des gens qui ne savent pas du tout, utiliser l'intelligence artificielle, qui n'ont jamais ouvert l'application ChatGPT, par exemple. Je discutais, avec quelqu'un, par exemple, il y a 2 jours et je lui montrais le mode vocal, avancé de ChatGPT, mais il n'en croyait pas ses yeux que c'était possible de discuter avec une intelligence artificielle, avec des réflexions aussi profondes et pertinentes, déjà aujourd'hui, quoi. Il me croyait pas. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a, un vrai problème, d'acculturation, finalement. Il faut que les gens soient conscients de ce qui se passe. Si les gens ne savent pas les capacités absolument, délirantes qui sont en train d'apparaître dans, ces modèles, ils ne pourront pas être, préparés à ce qui arrive. Donc, en ça, moi, j'encourage tout le monde à tester, hein, ces outils. Je suis absolument pas, à dire, «Non, non, n'utilisez jamais, ChatGPT» ou quoi. Je pense au contraire que c'est intéressant de discuter avec ces outils, pour prendre conscience justement des capacités qu'ils ont, du monde dans lequel on entre et et d'ailleurs, un petit point là-dessus, il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend un abonnement, par exemple, payant, chez, OpenAI pour ChatGPT, en réalité, dans la plupart des cas, l'abonnement leur fait perdre de l'argent. C'est-à-dire que si on utilise suffisamment ChatGPT, en réalité, ils perdent de l'argent sur l'abonnement. Donc tous ceux qui disent, «Ah non, mais je veux surtout pas prendre d'abonnement parce que, finalement ça va, contribuer à, fabriquer ces IA, dont on ne veut pas. En fait, c'est même le contraire, vouloir faire perdre de Oui. l'argent parfois. Après, il y a Donc l'écologie aussi. oui, Tu as un impact sur l'écologie, donc c'est quand même négatif tout de même. absolument, c'est tout à fait négatif d'un point de vue écologique. Sinon, par rapport à ce que tu disais d'un point de vue de l'emploi, c'est vrai que ça me paraît important aussi de dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'habitude, d'outils comme voilà, ChatGPT qui est vraiment une interface en mode, comme si on discutait, voilà, sur WhatsApp ou, sur une autre application de messagerie. Mais que ça, c'est un peu, déjà les intelligences artificielles du passé. Ce qui est en train, d'être développé actuellement, c'est ce qu'ils appellent des agents autonomes. C'est-à-dire qu'on va prendre, ces, intelligences artificielles comme ChatGPT, on va les mettre dans toute une architecture, qui leur permet d'interagir avec internet, de prendre le contrôle d'un ordinateur, de faire, de l'administratif, de faire du montage vidéo, de faire pratiquement tout ce qu'un humain peut faire sur un ordinateur. Le but avec ces agents autonomes, c'est d'automatiser l'entièreté de ces tâches. Et donc, il faut vraiment s'imaginer ça comme
globalement, tous les métiers qui peuvent être faits, en distanciel, en télétravail, pourront à terme, avec ces agents autonomes, être totalement automatisés. Parce que vraiment, c'est c'est le but qu'ils poursuivent. Et ces agents autonomes sont de plus en plus intégrés aussi à des robots humanoïdes qui s'améliorent, de plus en plus avec un progrès là aussi, fulgurant, beaucoup moins grand public d'ailleurs. Les gens sont encore moins, au courant des avancées dans la robotique que ce n'est le cas pour l'intelligence artificielle. Mais on a vraiment des robots humanoïdes qui s'améliorent, en permanence, qui commencent à être intégrés, dans des chaînes logistiques. Par exemple, BMW a annoncé un partenariat Heu justement en faisant, que ces robots, intègrent leur chaîne de fabrication de voitures. Donc même les métiers, manuels vont, pouvoir être remplacés à terme par ce genre, de robots-là. Les métiers, du soin, les métiers qui demandent beaucoup d'empathie, en fait, ne sont pas non plus, préservés. Ça, c'est quelque chose qui est assez fou parce qu'on n'aurait jamais imaginé ça il y a encore 10 ans. Mais aujourd'hui, ChatGPT est plus empathique qu'un être humain. Et quand je dis ça, je suis pas en train de donner mon opinion. C'est Oui. des études qui ont été faites où, on va prendre, des patients, on leur donne des diagnostics qui ont été faits par un être humain et des diagnostics qui sont faits, par ChatGPT. On leur demande de noter à l'aveugle, sans qu'ils sachent, si c'est un humain ou une IA qui a fait ce diagnostic, qu'est-ce qu'ils préfèrent, qu'est-ce qu'ils considèrent être le plus empathique. Et l'intelligence artificielle est meilleure aujourd'hui que les médecins humains d'un point de vue, de l'empathie. Donc même les métiers relationnels finalement pourraient être automatisés à terme. Donc effectivement, d'un point de vue de l'emploi, l'impact pourrait être, très, très, très important. Ouais, ok. Et qu'est-ce que tu recommanderais? C'est d'essayer ces outils, de tout de même les prendre en main, de voir ce qu'ils sont capables de faire, de rester informé. Est-ce que ça, tu conseilles aux gens plutôt que de rester peut-être se voiler la face et mettre des œillères sur le visage? Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, totalement. Je pense que c'est vraiment important en fait que les gens déjà prennent conscience du sujet, que ça soit avec le fait finalement d'interagir avec ces outils, que ça soit en écoutant des vidéos, des émissions sur les sujets comme celles que tu peux produire ou celles que je peux produire. Et puis également euh, prendre part d'un point de vue plus actif, c'est-à-dire que juste être informé, puis se dire oh mon Dieu, c'est catastrophique ce qui est en train de se passer, il y a des risques immenses. Finalement, ça nous bousille la santé mentale et ça fait pas vraiment avancer le schmilblick. Donc, je pense qu'une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est important de pas rester, passif, mais vraiment de se demander concrètement comment moi, en tant qu'individu, je peux agir pour, faire en sorte que, ces futurs, très négatifs n'adviennent pas, puis qu'au contraire, on puisse aller vers un futur, vraiment positif, finalement, léguer aux générations futures, un monde, qui est encore habitable et agréable, à vivre, peut-être même meilleur que celui qu'on a, connu à notre naissance. Et pour faire ça, moi j'ai créé un petit site qui s'appelle, lefuturologue.tinypages.com je crois. Et en fait sur ce site web, j'ai répertorié un peu, différentes actions que peuvent faire les gens. Donc il y a tout l'aspect s'informer où je donne des ressources pour que, si les gens veulent s'informer. Il y a l'aspect faire un don, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des associations, on parlait de Posia de Maxime avant, mais il y a plein d'autres associations, par exemple le Centre pour la sécurité de l'IA, General Purpose AI Policy Lab, Safer AI. Tout ça, c'est des associations françaises qui essayent d'œuvrer vers plus de sécurité dans ces systèmes-là. Et ils sont en manque cruel de financement, surtout par rapport aux investissements absolument délirants dont on a parlé avant dans les capacités. Donc les soutenir financièrement, si on a un peu d'argent de côté, ça peut être quelque chose de vraiment utile. C'est aussi souvent des associations qui ont des utilités, enfin qui manquent finalement de main-d'œuvre pour pouvoir mettre en place toutes les actions qu'ils souhaiteraient mettre en place. Typiquement, Posia a maintenant un système, de bénévolat qui est vraiment très bien développé, très bien fait, qu'on ait, 5 minutes par semaine à consacrer, à la cause ou, 5 heures, ils peuvent, accompagner des gens. Donc par exemple, faire du bénévolat pour Posia ou même de façon plus générale, repenser sa carrière peut-être pour être utile à la sécurité de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Il y a de plus en plus de jobs qui vont dans ce sens. Encore une fois, je liste différentes actions possibles en ce sens, sur mon site. Mais je pense que c'est vraiment important. Puis rejoindre aussi, par exemple, des groupes Discord, discuter avec des gens, autour de soi, ne pas rester, enfermé sur soi-même en étant un peu tétanisé par ces risques, mais vraiment, au contraire, l'utiliser comme un moteur, pour l'action, hein, quelque part. Ok.
Donc on a vu les risques à court terme, on a vu un petit peu ce que les décideurs pourraient mettre en place, et puis on a vu à titre vraiment de nos proches, donc au niveau sur le sol national et puis sur notre cercle d'entourage proche. Merci beaucoup pour tout ce panel que tu as dépeint. Est-ce que tu as des recommandations d'invités sur cette chaîne qu'on pourrait interviewer et justement en apprendre plus sur le sujet? Ouais, bien sûr. Alors, je peux faire 3 recommandations d'invités. Le premier que j'ai en tête, c'est, Charbel Raphaël Segeri, qui est le directeur, du Centre pour la sécurité de l'IA, justement, une des principales, associations en France, qui œuvrent, sur le sujet. Que j'ai eu l'occasion de recevoir maintenant 4 fois, sur mon podcast. Donc c'est dire à quel point j'ai trouvé, les conversations intéressantes. Donc je suis certain que s'il passe chez toi, tu trouveras aussi cela intéressant. Une autre personne que j'aimerais, vraiment beaucoup plus mettre en avant parce que je trouve qu'elle a un discours absolument limpide et pourtant elle a fait très peu de passages médiatiques, c'est Axel Arquier, qui est, docteur en économie, spécialiste, du marché du travail et qui est, aujourd'hui économiste pour, un grand centre qui est rattaché, au 1er ministre et qui, elle, va jusqu'à parler de risques existentiels pour, le travail humain et pour les sociétés qui sont aujourd'hui, focalisées finalement sur ce travail humain. Donc je pense que c'est vraiment, important, de mettre davantage en avant, son discours qui me paraît, vraiment important avec, des vrais économistes à quelque part qui étudient ça, en profondeur. Et puis une troisième personne que j'aimerais mettre en avant, c'est, Jean-Loup Fourquet, qui est, une personne qui est, derrière la chaîne YouTube, Après la bière et qui est en fait, spécialiste des enjeux liés à l'information et puis, à comment finalement l'intelligence artificielle, modifie, l'information à travers les IA de recommandation sur les réseaux sociaux. Par exemple, les IA qui choisissent ce qu'on va voir, sur YouTube, sur TikTok et autres, mais aussi, des intelligences artificielles, génératives. Il a notamment coécrit un livre qui s'appelle «La dictature des algorithmes» avec Lien Nguyen Wang de la chaîne YouTube Science for All. Et vraiment, il a un discours qui, encore une fois, je trouve absolument limpide sur cette question et qui me semble vraiment important à mettre en avant. Donc, je ne peux que te conseiller de l'interviewer si tu le souhaites. Super, merci beaucoup Shimon. Où est-ce qu'on peut te suivre? Alors déjà, il y a la chaîne YouTube. Moi, il y a une vidéo que je voudrais recommander, c'est le débat entre Luc Julia et Maxime Fournes, mais également toutes les vidéos en lien avec Posia, que je trouve ultra qualitative. J'adore Maxime et la manière dont il s'exprime. Principalement, c'est YouTube, le canal où les gens peuvent te voir. C'est ça et puis après si vous allez, en description de n'importe quelle, de mes vidéos YouTube, vous pouvez, retrouver, l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels je suis présent. Je suis présent globalement partout. Ok. Vous pouvez retrouver le site dont j'ai parlé. Il y a aussi des recommandations, que je fais de livres, par exemple, si on souhaite s'informer sur l'intelligence artificielle. Donc, vraiment, YouTube, disons, reste le canal, principal, même si, je me diversifie de plus en plus. Super. Donc le futurologue sur YouTube, tu te finances principalement avec des dons, c'est ça, si je dis pas de bêtises, Maxime? Exactement, Shaiman. pas de souci. Principalement via les dons effectivement, aussi via les publicités YouTube et peut-être prochainement, via des partenariats si ça se fait. J'essaye de finalement, rentabiliser un peu le projet, jusqu'à très, très récemment, il n'était pas rentable. Je devais mettre de l'argent, personnel pour, le faire exister. Mais, maintenant je commence à trouver, un équilibre, et là ça fait, maintenant depuis 4 mois que je peux être à temps plein, sur ce projet. Donc j'en suis, vraiment ravi, et ça n'annonce, que, beaucoup de positifs, pour la suite et une expansion qui va se faire, de plus en plus, je l'espère, afin, de conquérir, tous les canaux médiatiques possibles. Je suis très heureux pour toi, Shaiman, tu le mérites. Et allez suivre le futurologue, on mettra un lien en commentaire de cette vidéo pour que vous puissiez aller suivre la page du futurologue. Je te dis à très vite, Shaiman, et puis bon après-midi. Merci beaucoup, tout le meilleur pour la suite. Salut.